Bonjour à tous, voici ce dont va parler Candace Owens dans cette vidéo traduite en français. Le New York Post annonce que Brigitte Macron aurait engagé un détective privé pour enquêter sur Candace Owens. Je ne sais pas si c'est la même chose dont on avait déjà parlé ou si c'est un autre, on va le savoir. Un double décès mystérieux dans la famille Trogneux et les révélations sur le sugar daddy secret d'Emmanuel Macron. Un sugar daddy, si vous ne le savez pas, c'est un homme plus âgé, riche et influent qui aurait financé sa vie professionnelle et lancé sa carrière. Bon, on va voir ce qu'elle nous dit là-dessus. Voici l'épisode 228 de Candace Owens, traduit en français. Bon visionnage. Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je pense qu'on arrive maintenant au moment où l'on se rend tous compte de cela. Les gens qui sont au pouvoir ne nous disent peut-être la vérité sur rien du tout, pas une seule chose, et peut-être que ce sont eux, les puissants, qui sont les fous. Et quelque chose que j'ai complètement raté et dont je dois absolument vous parler, c'est que le jour où Brigitte Macron a abandonné sa plainte contre moi, les médias ont rapporté qu'elle avait aussi perdu 2 personnes de sa famille proche. Le timing est extrêmement étrange et l'histoire est un peu confuse, mais je pense qu'on doit en parler. Très rapidement, je dois dire tout de suite que j'ai beaucoup trop ri en voyant ce titre. C'est le New York Post. C'est réel, les gars. On peut lire « La femme du président français Emmanuel Macron a engagé un détective privé pour enquêter sur le reportage de Candace Owens. » Waouh! C'est vraiment complètement dingue. Je n'aurais jamais pensé que ma vie finirait comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Peu importe ce qu'on imagine, quand on planifie sa vie, on ne se dit jamais, peut-être qu'un président en exercice d'un pays étranger va engager un détective privé pour enquêter sur moi. Et qu'est-ce qu'il trouve? Rien. Ma vie est tellement ennuyeuse. Je ne sais pas, je les imagine en train de fouiller dans mes poubelles. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Mais c'est très clair qu'ils sont paranoïaques. J'ai déjà vu ça auparavant. Les gens qui commettent le mal, les gens qui font des choses immorales, ils sont toujours paranoïaques. Vraiment, vraiment paranoïaques. Ils partent du principe que les autres sont capables de faire ce dont eux-mêmes sont capables. Ils voient un complot se tramer. C'est ce qui se passe avec le palais de l'Élysée. Ils imaginent un complot qui n'existe pas. C'est le bunker d'Hitler, non? J'ai l'impression qu'ils sont tous assis là-bas. Ce sont les murs. Cette personne est liée, et celle-ci aussi, et tout se passe en même temps. Et c'est une attaque au niveau de l'État, et c'est la Russie. Ce n'est pas le cas. Désolé, les gars, mais il faut que je vous raconte cette histoire parce qu'elle est incroyable. Arrêtez tout. Vous n'allez pas me croire parce que c'est une saga sans fin, une histoire étrange qui ne s'arrête jamais. Et bien sûr, ça ne fait que devenir plus bizarre quand il s'agit des Macron. Donc, c'était, pour vous rappeler, le 23 juillet. C'est à cette date que Brigitte Macron m'a remis sa plainte, ou plutôt, qu'elle l'a remise au Financial Times pour que l'affaire sorte. Et ensuite, j'en ai eu une copie. Bref, évidemment, il y a eu une couverture médiatique mondiale, non-stop, d'ici jusqu'en Chine, comme jamais auparavant. Tout le monde en parle parce que personne n'a jamais vu ça. On a marqué l'histoire. Vraiment, on s'en souviendra. Et un petit truc qui s'est passé dans le sous-sol de Candace, c'est un pas de géant pour l'humanité, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce qu'ils diront probablement. Et bien sûr, comme c'était complètement fou et omniprésent, les gens ne faisaient pas attention à d'autres histoires plus petites, qui concernaient peut-être Brigitte. Et Emmanuel Macron aussi. Et il y en a eu une, le même jour. Un autre événement assez important a eu lieu, ou plutôt, un événement assez important a éclaté dans la presse concernant davantage Brigitte. Et il a éclaté. Et je vais vous dire de quoi il s'agissait pendant que nous étions distraits par le procès. La nouvelle, c'est que 2 personnes de la famille proche de Brigitte Macron sont décédées. D'accord, et je veux être très clair dès le départ ici. Il y a des rapports contradictoires. Évidemment, il y a une barrière linguistique ici. Beaucoup de détails contradictoires sur la façon dont cela s'est passé, mais nous avons essayé de trouver la source la plus fiable, qui aurait été, vous savez, l'AFP. Et puis nous avons jeté un œil au magazine là. Voici le titre qui est apparu dans le magazine là. Vous pouvez voir qu'il est daté du 23 juillet et il nous dit que Brigitte Macron pleure sa sœur et sa nièce dans une double tragédie déchirante. La première chose que je peux vous dire à propos de ce titre,
ou plutôt du sous-titre, c'est que les noms qui figurent dans le sous-titre sont en fait inexacts ailleurs. Dans l'article de là, il corrige cela. Donc, il se peut que ce n'ait été qu'une simple erreur. Mais comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'erreurs dans la presse. Mais ailleurs, on nous dit que Brigitte Macron traverse une période très difficile, probablement l'un des moments les plus durs de sa vie. La première dame de France fait récemment face à la perte déchirante de sa sœur, Anne-Marie Trognaux, décédée à l'âge de 92 ans, à qui elle était très proche. De plus, sa nièce, Christine Aquin, âgée de 68 ans, est décédée seulement 2 semaines plus tard. Maintenant, je dois vous dire que, selon ce que vous lisez, la nièce, qui était aussi la fille de la sœur décédée, Anne-Marie, certains rapportent qu'elle est morte 3 jours plus tard. Encore une fois, je ne vais pas l'affirmer. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour elles sont décédées, mais ça, je peux vous l'assurer. Ce qui est rapporté, c'est que les décès se sont enchaînés et que Brigitte Macron est en deuil. Et, pour une raison ou une autre, cela a éclaté dans la presse le même jour où cette plainte a été déposée. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les gens prêtent une attention particulière. Et par « prêter une attention particulière », j'entends que certains commencent un peu à paniquer, surtout si vous suivez cette histoire hors du commun. Donc, l'une des théories, en revenant à cette photo d'origine. Elle a été prise à Amiens, comme la photo où elle a dit « Tada, regardez, j'étais vraiment une enfant. Fais-moi sur les genoux. » C'est moi et ma famille en 1953 à Amiens. Et là, les détectives d'Internet ont tout de suite regardé à gauche et ont dit « Non, c'est clairement toi, Jean-Michel Trogneux. » Et ils ont alors commencé à émettre des théories sur l'identité de l'enfant assis sur les genoux de Brigitte. Nous n'avons jamais avancé aucune de ces théories, mais il y en avait certaines. Et l'une des théories, encore une fois, que nous n'avons pas présentée à vous, mais que d'autres journalistes ont évoquée, c'était que la petite fille sur les genoux, la véritable identité de cette petite fille qui était sur les genoux sur cette fameuse photo de famille de 1953 était en fait Christine Aquin, d'accord? La nièce, c'est ça? Donc la théorie était, et je peux vous le montrer, que cette théorie était tellement populaire que, actuellement, en ce moment même, le Daily Daily, en couvrant ses décès, a présenté la photo de famille avec les noms dessus. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait ou s'ils essaient d'être malins, mais ils montrent tous les membres de la famille. Et vous pouvez voir qu'ils indiquent en bas que la personne sur les genoux est soit Christine Acman, soit Nathalie Farcy. C'étaient les 2 grandes théories qui circulaient sur le web. Donc je ne sais pas pourquoi le Daily Daily a mis ça ici. Peut-être un petit tacle. Peut-être que le journaliste qui a publié ça y croit. Jean-Michel Trogneux à gauche, ils écrivent Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Trogneux. Oui, la théorie était que c'était Christine Acman. Maintenant, si vous regardez, ils disent que ces dernières semaines, Annie Trogneux et Trogneux sont décédés. Certaines personnes ont rapporté qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Et sa fille, qui aurait été sa fille si cette théorie était correcte, est maintenant également décédée. Et ils ont dit que c'était à cause d'une longue maladie. La mère et la fille sont maintenant parties. D'accord. Encore une fois. La presse française rapporte qu'Annie Trogneux est décédée le 3 juillet, puis a été enterrée le 15 à Amiens, et que la fille d'Anne-Marie, Christine, est décédée le 19 juillet et a ensuite été enterrée le 25. Donc, c'était 2 jours après mon procès. Maintenant, vous remarquerez, si vous cherchez l'histoire, qu'il n'y a aucune photo disponible d'Anne-Marie, la sœur qui est décédée, parce que, comme nous le dit la presse, elle est la plus discrète. Du clan Trogneux, encore plus que Jean-Michel Trogneux. En fait, la presse nous dit qu'elle n'a jamais été vue. Elle n'a jamais été vue en public depuis que Brigitte Macron est entrée en fonction. J'imagine que si on doit prendre cela au pied de la lettre, si on doit croire ce que disait le Figaro, alors cela voudrait dire qu'elle n'a même pas assisté à aucun des événements d'inauguration, qu'elle n'a pas voulu s'asseoir en face de sa sœur pour une raison ou une autre. Et maintenant, elle n'est plus là, donc on ne peut plus poser de questions à ce sujet. D'accord?
autre chose que les gens trouvent étrange, et encore une fois, nous n'avons pas une vision complète, donc nous ne pouvons pas affirmer cela comme un fait absolu. Cela semble effectivement un peu mystérieux. Mais nous avons appris que lors des funérailles de sa nièce, le 25 juillet, il existe des images de la première dame, si c'est ainsi qu'on l'appelle, Brigitte, marchant avec Emmanuel Macron. Et ce que apparaît semble manquer sur ces images. À première vue, encore une fois, il y aura probablement d'autres photos qui sortiront. Tout cela s'est passé très vite et soudainement. Personne ne voit Jean-Michel Trogneux. La personne, le petit gars un peu rond qu'il prétendait autrefois être, dans mon procès, était intégré, tu sais, dans les petites images d'arrière-plan de l'inauguration. Il se disait, voilà Jean-Michel Trogneux. Ne posez pas plus de questions. Il ne vient pas au tribunal pour dire, regardez, regardez, je suis le vrai Jean-Michel Trogneux. Laissez ma sœur tranquille. Je l'aime tellement. Et à première vue sur ces images, on dirait qu'il n'a pas non plus assisté aux funérailles de sa sœur. C'est ce que disent les rumeurs en ligne. Encore une fois, il faudrait creuser beaucoup plus loin et voir s'il existe d'autres images ou photos disponibles. Mais on pourrait s'attendre, non, que si Brigitte perdait sa sœur, elle pourrait. Elle voudrait peut-être se rapprocher de Jean-Michel Trogneux, peut-être même voir Jean-Michel Trogneux, ce qu'on demande depuis le début. Peut-être qu'elle n'aurait même pas eu un procès de 5 ans parce que les gens les auraient vus faire leur deuil ensemble. On s'attendrait à ce qu'elle soit avec son seul frère restant parce que si elle est honnête sur son identité, il ne resterait qu'elle, Jean-Michel Trogneux et aussi Monique Trogneux de cette photo de famille, cette fameuse photo de famille. Il ne resterait donc que les 3 frères et sœurs. Bref, à vous d'en tirer vos propres conclusions. Nous continuons d'enquêter. Des choses se passent, étranges, des événements se produisent. Ça ne veut peut-être rien dire. Qui sait? C'est évidemment intéressant parce que, vous savez, si ces 2 personnes avaient été en vie, on aurait peut-être voulu les assigner à comparaître pour obtenir une déclaration, pour démentir ces rumeurs selon lesquelles c'était en fait la nièce qui était assise sur les genoux. Aussi, ça aurait été vraiment bien si la nièce, pendant toutes ces procédures judiciaires qui se déroulaient en France, était simplement apparue et avait dit « Vous êtes vraiment en train de devenir fou. » Ce n'est pas moi qui suis assise sur les genoux. En fait, c'est Brigitte. Et j'aime beaucoup ma tante. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça. Personne dans la famille ne fait ça. Ils sont discrets. Tellement discrets qu'ils préfèrent voir leur sœur, leur tante, souffrir publiquement plutôt que d'aider à clarifier ces rumeurs. Bref, cela m'amène à une autre anecdote intéressante à propos d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est un autre journaliste en France qui m'a parlé de cette histoire, dont le nom et l'identité, peut-être que je ne devrais pas les révéler, juste pour lui éviter des ennuis. Bref, je vais commencer par dire ceci. L'une des choses vraiment intéressantes à propos d'Emmanuel Macron, c'est que pendant toute sa présidence, il y a eu tellement de gens et tellement de rumeurs qui sont sorties disant que ce type est homosexuel, qu'Emmanuel Macron est homosexuel. Et moi, je le connais d'ici. Voilà pourquoi je peux vous dire qu'il est homosexuel. Et pour une raison ou une autre, Emmanuel Macron s'en fiche complètement. Il n'a jamais porté plainte. Il n'a jamais envoyer des détectives privés pour éventuellement fouiller dans les poubelles des gens pendant qu'ils dorment. Je ne sais pas. Donc c'est une étrange anomalie ici, non? En fait, il y a même des preuves dans les médias traditionnels que le couple aime bien ces rumeurs. Ils font des blagues à leurs amis lors des dîners. Ils font des blagues aux journalistes qui les ont interviewés. Oh, Brigitte l'a dit avant, Emmanuel n'est pas homosexuel. C'est pour que nous ne soyons pas offensés par cela. Ils sont très légers face aux rumeurs persistantes selon lesquelles Emmanuel Macron, elle aime les hommes. En ce qui concerne le fait que Brigitte soit trans, pas vraiment. Nous ne savons pas pourquoi. Apparemment, il y a eu des questions concernant la relation particulièrement étroite de Macron avec un autre Français plus âgé. Il est décédé depuis. Ce Français, bien sûr, n'est pas sa femme, il s'appelait Henri Herman. Passionnant. Une histoire fascinante, d'accord? Donc, le journaliste m'écrit que pendant 14 ans,
Henri a préparé Macron avec minutie et affection pour qu'il atteigne le sommet de la hiérarchie de l'État français. Qui est Henri Herman? Comme je l'ai dit, il n'est plus en vie. Il m'est décédé. Mais les médias français reconnaissent qu'il a bien été le mentor de Macron. D'accord, donc c'était son mentor. Voici un titre que vous pouvez voir en ce moment. Henri Herman, le mentor d'Emmanuel, est décédé. Il rapporte cela à l'âge de 92 ans. Alors, comment est-il devenu son mentor? Eh bien, selon ma source, en 2002, Herman, qui avait alors 78 ans, a rencontré de façon inattendue Macron, qui n'avait à l'époque que 25 ans, donc 78 et 25, lors d'un cocktail entre bureaucrates dans la ville de Beauvais, qui n'est pas loin du domaine qu'Herman avait acheté, une ancienne propriété ayant appartenu à Élie de Rothschild dans les années 1960. D'accord, c'est au nord de Paris et Macron. À cette époque, il faisait un stage dans un bureau de l'administration locale. Et apparemment, ils se sont tout de suite très bien entendus. Ils ont décidé de devenir très proches, une relation vraiment unique. Et entre 2002 et 2010, Herman a invité à plusieurs reprises Macron dans sa luxueuse villa au Maroc. Intéressant. Écoute, c'est intéressant, vu le contexte. Un homme plus âgé qui emmène un jeune homme au Maroc, c'est intéressant uniquement à cause de ça. Le portrait présidentiel français que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Tu sais, je n'arrive pas à l'oublier. Annie Guy, le livre en arrière-plan, Edresti, le Maroc, ce dont il parlait ouvertement. Mais ça pourrait être une coïncidence, d'accord? Ne tirez pas de conclusions hâtives. Je vous dis juste les faits, ils ont voyagé ensemble au Maroc. En 2006, Max Herman présente alors Macron au Parti socialiste français. Il le présente à ses dirigeants, y compris d'anciens premiers ministres, de futurs chefs d'État comme François Hollande, sous lequel Macron va bientôt devenir membre du cabinet. Finalement, il va succéder à François Hollande. Et Herman, ensuite, en 2007, fait un cadeau à Macron. À ce moment-là, Herman a 83 ans et Macron n'a que 30 ans. Il lui offre un appartement entier. Peux-tu imaginer un homme de 83 ans achetant un appartement à un jeune gars de 30 ans en plein centre de Paris? En plein cœur du centre-ville de Paris, d'accord? Et ce cadeau a apparemment pris la forme d'un prêt sans intérêt de plus d'1 demi-million d'euros. Franchement, avec des mentors comme ça, c'est incroyable. Et il a été allégué que Macron n'a jamais remboursé cette somme, même s'il était alors un fonctionnaire à temps plein, ce qui signifierait qu'il l'a peut-être accepté illégalement. Mais on n'a même pas besoin de spéculer là-dessus. Le fait est que cela lui a été offert. La même année, Herman devient le témoin du mariage de Macron avec Brigitte. Donc, c'est intéressant. Macron va maintenant épouser Brigitte. Et Herman dit, je serai le témoin. Ou peut-être que Macron lui a demandé d'être le témoin. Et ce n'est pas tout, il a payé tout le mariage. Fascinant. D'accord. C'est absolument fascinant qu'il ait payé pour tout le mariage. Est-ce qu'il est comme ton père? Que se passe-t-il ici? C'est bizarre. Il vérifie ensuite la liste des invités pour le mariage. Encore une fois, c'est sa mère qui fait ça. Il vérifie la liste des invités pour le mariage. Il a personnellement choisi dans quel hôtel du Touquet la célébration aurait lieu. Je veux dire, il était impliqué. Au fait, j'adorerais voir plus de photos de leur mariage. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 disponibles. Ce serait aussi génial si on pouvait juste voir quels invités étaient au mariage. Ça pourrait un peu démystifier beaucoup de choses pour nous. En 2016, pour continuer, évidemment, on sait cela. Macron commence alors sa campagne électorale pour la présidence de la France et Herman devient son principal donateur et son conseiller politique. En mai, lors d'une interview, Nicolas Sarkozy, qui était l'ancien président de la France, dit quelque chose d'un peu bizarre pendant l'entretien. Il fait plus ou moins allusion à la vie personnelle de Macron ou à son style de vie personnel. Il dit, je cite, « Macron est cynique, un peu, mec, un peu. Femme. C'est la tendance du moment, il est androgyne. » D'accord.
J'imagine que c'est plutôt chic, c'est assez à la mode. Plus tard, en septembre de la même année, Henri Herman a donné une autre interview, désormais célèbre. Il s'adressait au Figaro et parlait de sa relation avec Macron, de leur relation l'unique. Et il a dit, je cite, « Je ne le quitte jamais ». Contrairement à la plupart des hommes brillants de son âge, il n'avait pas de nombreuses petites amies. Il n'était pas courtisé sentimentalement, ou du moins il refusait. C'est un peu étrange qu'il dise ça, non? 2 mois après cette publication, qui avait été jugée assez scandaleuse à l'époque, Herman est décédé. C'était en novembre 2016. Et très rapidement après, on sait que Macron et Brigitte ont assisté à ses funérailles. 1 an plus tard, Macron est élu. Le président de la France, en mai 2017. Il est maintenant le président de la France. Et ce même mois de son élection, il y a eu un écrivain marocain célèbre, en fait. Il s'appelle Tahar Ben Jelloun. Et il sort du silence et dit, « Écoutez, j'ai personnellement connu Herman. Je connaissais Henri Herman. » Il le décrit comme un homosexuel jaloux et oppressif, et aussi comme un « sugar daddy » pour Macron. Il dit ceci. C'est le « sugar daddy » de Macron. Le président de la France a un sugar daddy, il avait un sugar daddy. Et cet homme s'appelait Henri Herman. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce type qui l'a dit. Il a dit, je cite, « J'ai souvent vu Macron chez Herman au Maroc. » C'est Herman qui l'a découvert à l'École nationale d'administration alors qu'il faisait un stage dans une préfecture quelque part dans le nord de la France. Herman a immédiatement reconnu en Macron un homme à l'esprit vif et ambitieux. Un homme ambitieux. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais lâché. Un jour, j'ai demandé à Macron s'il avait des enfants, et Herman s'est fâché contre moi en disant « Tu te moques de lui ?» Macron n'a pas réagi, mais j'ai compris que ce n'était pas un sujet sur lequel plaisanter. Fin de citation. Encore une fois, ce n'est pas moi qui rapporte ces propos. C'est le célèbre écrivain marocain, Candace Owens. C'est quand même une accusation assez lourde, non? Un sugar daddy pour le président. Mais pour une raison ou une autre, les Macron ne le poursuivent pas en justice. D'accord? Être accusé d'être homosexuel, d'avoir un sugar daddy, aucun problème, ou peu importe. Ça ne leur pose aucun souci. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet pour l'instant.